Je précise qu'il s'agit de la 3e édition de ce livre. Il s'intitule Traité de crimes internationaux. Alors cet ouvrage repose sur 5 points essentiels. Le premier porte sur les principes qui régissent les poursuites et ou la répression des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Disons crimes de masse. Et s'il faut donner une idée sur ces principes, le législateur international, qui est d'ailleurs suivi par le législateur congolais, prévoit un certain nombre de principes qui doivent être respectés pour l'examen de ces crimes devant les instances judiciaires. Il s'agit notamment du principe de la légalité. On ne peut statuer que sur des faits qui sont prévus par la loi. Et il y a également le principe de la responsabilité pénale de la personne poursuivie. Cette responsabilité qui peut être individuelle ou alors indirecte. Indirecte, c'est-à-dire la responsabilité en tant que commandant ou que supérieur hiérarchique. On peut poursuivre un individu pour les actes de ses subalternes lorsque on estime qu'il n'a pas pris des dispositions suffisantes pour éviter que le crime puisse se commettre ou alors qu'il n'a pas pu déférer les auteurs matériels devant les instances judiciaires. Il peut être poursuivi. Nous avons d'ailleurs un cas ici, des officiers généraux qui sont poursuivis pour ce genre d'actes. Alors, il y a également le principe de l'imprescriptibilité de crimes, de ces crimes de masse, c'est-à-dire toute exclusion de délimitation dans le temps de l'action judiciaire à l'endroit des auteurs présumés de ces crimes. Donc, ils peuvent être poursuivis pour autant qu'ils vivent lorsque ils n'ont jamais été déférés devant les instances judiciaires. Après, il y a le principe de l'irresponsabilité de la personne mineure ou de la personne morale. C'est tout à fait normal. Donc le mineur, chez nous, c'est en deçà de 18 ans. Donc le mineur ne peut pas être poursuivi. Ou la personne morale, une institution judiciaire ne peut pas faire l'objet des poursuites pénales. Hein? Donc une institution publique, je veux dire, ne peut pas faire l'objet de poursuites pénales. À part ce principe, vous avez celui du défaut de pertinence de la situation officielle de la personne. Donc, on peut être chef de l'État, on peut être ministre, on peut être un mandataire public, on est poursuivi sans beaucoup de conditions en ce qui concerne les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Vous avez d'ailleurs l'exemple de Slobodan Milosevic, l'ancien président de la Yougoslavie, qui a fait l'objet de poursuites, et même le président Hussein Habré, ici en Afrique, qui avait été poursuivi pour ces genres de crimes. Il y a également le principe de l'élément psychologique. Donc on ne peut pas être poursuivi lorsqu'il n'est pas établi dans le chef de la personne poursuivie le dol. Donc le dol qui peut être général, c'est-à-dire le fait d'avoir agi en toute conscience et en connaissance des faits que l'on a commis. Donc ça, c'est la première partie. La seconde partie concerne un regard critique sur le principe complémentaire de la CPI, de la Cour pénale internationale. Ce principe qui est régi ou qui repose sur le tempérament
de la primauté du traité sur les lois internes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour ce principe, contrairement à ce qui est consacré constitutionnellement, que les traités ont primauté sur les lois internes, en ce qui concerne ce principe, la CPI ne peut pas prendre le devant en ce qui concerne les examens, l'examen des faits criminels prévus par le statut, lorsque les juridictions internes peuvent statuer dessus. Hein? Donc là, il y a une sorte de tempérament par rapport à ce principe de primauté de traité sur les lois internes. Mais seulement, j'ai quand même soulevé le fait que, en droit commun, ici chez nous, il a été attribué la compétence d'examiner ces faits de crimes de masse au cours d'appel. Alors, qu'en est-il des justiciables de cour de cassation? Donc, il y a une sorte d'entorse par rapport à ce principe. C'est-à-dire, on peut admettre que soit le législateur national laisse cette compétence aux juridictions militaires, c'est-à-dire à la haute cour militaire, qui peut juger ces justiciables de la Cour de cassation, ou alors c'est la CPI hein, qui le fait en priorité, ou de manière tout à fait primordiale par rapport aux juridictions nationales. Donc c'est ça la deuxième partie. Et la troisième partie, je l'ai consacrée à ce que j'appelle l'itinéraire judiciaire à risque. Ici, j'ai essayé de ramasser les difficultés que peuvent rencontrer ou les risques auxquels s'exposent les présumés coupables des crimes internationaux lorsqu'ils sont devant les instances judiciaires, aussi bien en droit interne que devant le statut de Rome. Notamment chez nous, où il est prévu 3 phases de l'instruction criminelle, c'est-à-dire l'enquête préliminaire, qui est menée par les OPJ, qui, dans cette matière complexe, peuvent se fourvoyer sérieusement dans la recherche de la vérité, et même cela peut arriver au niveau de magistrats instructeurs lorsque ils ne sont pas suffisamment outillés ou formés en cette matière complexe et émaillée de finesse. Cela peut se répercuter aussi au niveau des juges hein, lors de l'instruction à l'audience. Et après cette partie, nous avons évoqué également la quatrième partie, et c'est l'apport de cette troisième édition. Là, je parle de conflits par procuration que subit notre pays, et qui sont de leviers de violations massives de droits humains, de droits et libertés fondamentaux des humains. Donc là j'évoque la présence de la prolifération de groupes armés, et surtout sur la partie orientale du pays, avec tout ce qui se passe là-bas. La plupart des groupes occupent des carrés miniers et font des transactions illicites pour se procurer des armes, et il y a certainement un problème de blanchiment des capitaux et du financement de ce que j'appelle la criminalité sans frontières. Je ne préfère pas me limiter au terrorisme parce que ils sont en train de commettre énormément de crimes qui sont au-delà du terrorisme, c'est-à-dire les crimes contre l'humanité, probablement le génocide, lorsqu'il est prouvé après les enquêtes, etc. Et la cinquième partie, justement, est consacrée à l'analyse détaillée de tous ces crimes que prévoit le statut de Rome et qui sont également prévus dans notre droit. Je parle dans notre droit partiellement parce que il y a des crimes que prévoit le statut de Rome de manière maintenant formelle, notamment le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Le crime d'agression n'est pas prévu dans notre droit. Donc
le statut, l'a formalisé après les assises de Kampala de 2010, je pense. Donc, ici chez nous, ce n'est pas encore intégré. Voilà, c'est l'ossature, l'essentiel de l'ossature de cet ouvrage. Ah, facilement, après le vernissage, il sera dans des librairies. Donc, et même le cabinet de l'auteur peut être un lieu où on peut le trouver aussi.